Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau de Dispute en Doum, le débat citoyen consacré ce soir à l'avenir du nucléaire. Alors que la loi de programmation pluriannuelle sur l'énergie publiée en janvier 2019 prévoit de réduire la part du nucléaire dans la production électrique de 75 à 50% d'ici 2035, l'autorité de sûreté nucléaire s'apprête à autoriser la prolongation de ces exploitations les plus anciennes, c'est-à-dire au-delà des 40 ans, durée pour laquelle elles ont été normalement construites. C'est le cas de la centrale nucléaire du Blayais dont on va parler dans un instant. Alors comment concilier cette loi et la non-fermeture de sites ? Combien coûtera le maintien en activité de ces centrales les plus anciennes ? Comment évaluer le degré de sûreté de ces installations ? Et puis, existe-t-il une filière alternative aux réacteurs actuels ? Pour répondre à toutes ces questions, mes invités sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Hermine Durand. Vous êtes la chef de la division de Bordeaux à l'autorité de sûreté nucléaire. Également sur ce plateau, Séverin Burezi, vous êtes le directeur de la centrale de Braux et Saint-Louis. Alain Renard, le président de la CLIN, la commission locale d'information du nucléaire du Blayais. Et enfin, Patrick Maupin, vous êtes le responsable de Greenpeace Bordeaux. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. La première question vous revient, monsieur le directeur de la centrale. Alors, cette centrale devrait bientôt fêter ses 40 ans. Elle est donc concernée par ce plan de prolongation des centrales les plus anciennes. Est-ce qu'il y a une durée de vie des centrales ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est acté déjà ? Alors, les centrales, contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de durée limite de fonctionnement des centrales nucléaires. Il n'y a pas de cycle de vie d'une centrale. Alors, il y a un cycle de vie. Le cycle de vie dont je vais vous parler, moi, c'est celui de, déjà, la production. Enfin, je vais commencer par dire que l'objectif de la centrale nucléaire du Blayais, c'est de produire de l'électricité. La centrale nucléaire du Blayais, elle produit 26 TWh, c'est-à-dire 26 milliards de kilowattheures, ce qui correspond chaque année, ce qui correspond à la consommation des 2/3 de toute la région Nouvelle-Aquitaine, ou ce qui alimente 3 600 000 personnes, foyers. Le cycle de vie, en fait, c'est le suivant. C'est les centrales, les 4 réacteurs de la centrale du Blayais, qui ont effectivement démarré entre 1981 et 1983. Ils fonctionnent, et une fois par an, on arrête chacun d'entre eux pour procéder à ce qu'on appelle le rechargement du combustible, et à un certain nombre d'opérations de maintenance. Donc, pendant ces arrêts, qui durent 1 ou 2 mois selon les types d'arrêts que nous faisons, on réalise annuellement 20 000 opérations de maintenance. Des opérations de maintenance, des contrôles, des essais périodiques. Alors on y reviendra sur ces opérations de contrôle, mais juste pour rester sur la première question, Hermine Durand, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui sera chargée de donner son avis et son autorisation sur le prolongement de la durée de vie de ces installations. Alors d'abord, c'est une décision politique. L'autorité de sûreté nucléaire est en effet chargée de se prononcer sur les conditions techniques sous lesquelles il sera possible de prolonger la durée de vie des centrales de 900 MW au-delà de 40 ans. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ce n'est pas acté pour le Blayais, on est bien d'accord. Donc l'ASN est en train d'étudier le dossier présenté par EDF pour prolonger la durée de vie de ces centrales au-delà de 40 ans. C'est un dossier qui est générique à l'ensemble des réacteurs de 900 MW, donc la centrale du Blayais en fait partie, mais il y a également d'autres réacteurs qui sont concernés. Et l'ASN a prévu de donner sa position officielle sur l'ensemble du parc d'ici fin 2020. Donc c'est un dossier qui est encore en cours pour sa phase générique qui concerne l'ensemble du parc nucléaire de 900 MW. Alors Patrick Maupin, est-ce que Greenpeace accompagne cette décision ? Comment vous la recevez ? Alors, même si ce n'est pas acté, on a bien entendu, mais on est dans une hypothèse plutôt favorable. Nous, ce qu'on surveille, évidemment, c'est la façon dont cette prolongation est envisagée. Alors, on a noté que, en fait, suite à une demande d'un organisme qui s'appelle le Haut Conseil pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire, avec un acronyme très difficilement lisible, mais bon, puisque c'est le HCTISN, qui a lancé une concertation justement sur la prolongation, donc ce qu'on appelle les VD4, les 4e visites décennales des 900 MW. Donc nous, on y a participé en tant qu'association, en tant que public. Je dirais que c'est une grande première parce qu'effectivement, pour la première fois, disons que le public est un peu associé quand même à qu'est-ce que c'est que effectivement prolonger la durée de centrale, puisque évidemment ce terme de 40 ans, comme vous l'avez expliqué, pour l'instant était un terme sous lequel il n'y avait encore aucune centrale qui n'avait pu atteindre cette durée-là. Et donc, alors après, si vous voulez, nous...
Après, oui, si aux États-Unis, on a déjà passé bien. Oui, bien sûr. Il y a même des centrales. Il y a une centrale suisse qui a 65 ans, je crois. Enfin bon, je veux dire, pour autant, si vous voulez, nous on considère, compte tenu des documents qui ont été produits d'ailleurs à cette occasion, notamment par un organisme que Mme Durand connaît bien, puisque c'est l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est le bras armé de la SN, et qui mettait en évidence quand même que, s'agissant de la prolongation de ces réacteurs de 900 MW, il y avait encore certaines incertitudes, par exemple sur la tenue des cuves des réacteurs. Alors on va pas tout de suite rentrer dans le détail. Je vais donner la parole au président de la CLEM. Vous parliez justement de cette correspondance avec vous êtes représentant, vous, de la commission locale, donc du public. Vous parliez du public qui était associé à cette décision. Vous êtes, vous, représentant de la CLIN, Commission locale d'information du nucléaire. Vous diriez que cette prolongation, elle est plutôt nécessaire, utile, indispensable ? Alors le rôle de la CLIN n'est pas de se prononcer sur l'opportunité. Il faut le rappeler, en France, on a une politique de l'énergie qui est maîtrisée par l'État, puisque c'est l'État qui a choisi les différentes directions par rapport à la production d'énergie. Donc, ce qui veut dire que le rôle de la CLIN, en l'occurrence, et c'est aussi une volonté de l'État d'avoir mis en place une commission locale d'information sur le nucléaire, c'est de s'assurer que l'information sur cette thématique est accessible conformément aux engagements qui ont été pris. Sa composition, d'ailleurs, à cette CLIN, c'est à la fois des élus, des territoires, des députés, sénateurs, des élus syndicaux, des associations et ce qu'on appelle des experts. Notre rôle, nous, c'est de s'assurer que par rapport à un engagement, l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition correspondent aux engagements pris. Le deuxième volet, c'est de relever, d'être l'écho d'un certain nombre d'observations de la société civile sur le territoire. Et dans la société civile, il y a les différentes composantes que j'évoquais précédemment qui constituent les différents collèges de la CLIN. Pour nous, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une prolongation des 40 ans, ça correspond au suivi de la concertation qu'évoquait Patrick Maupin par rapport à la réflexion globale sur les VD4, le contenu, avec l'accessibilité à ceux qui sont des sachants, mais aussi ceux qui sont des habitants de ces territoires, ce qui est très important. Le deuxième volet, c'est de s'assurer que par rapport au site particulier du Blayais, la déclinaison des préconisations, les conditions de la mise en œuvre et de l'examen qui est réalisé par la SN, puisque nous ne sommes pas des techniciens et des compétents techniques, correspondent à ce qu'est la règle voulue par la représentation démocratique. Bien. Alors, Hermine Durand, sur la durée de la prolongation, c'est 10, c'est 20, c'est combien ? Alors, le Code de l'environnement impose à chaque installation nucléaire, comme la centrale du Blayais, un réexamen tous les 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, il y a un processus de réexamen qui est un processus long, qui est enclenché pour les réacteurs. On parle aujourd'hui de la prolongation au-delà de 40 ans. Il faut savoir que ce dossier a commencé dès 2013, quand EDF a commencé à proposer à l'ASN des orientations pour les améliorations de sûreté qu'il souhaite apporter à ces réacteurs. Donc l'ASN a étudié ce dossier. Elle a elle-même émis donc une note qui liste les objectifs du réexamen auquel EDF doit se conformer. Et aujourd'hui, on est dans cette phase où l'exploitant a répondu à ces objectifs. Le dossier a été mis à la consultation du public, puisqu'il y a eu ces 2 réunions de concertation qui ont eu lieu à Bordeaux et à Étolier autour de la centrale du Blayais pour présenter au public les améliorations de sûreté qui vont être apportées. Et puis surtout pour savoir ce qu'en pense le public. Et ça a été une expérience assez intéressante puisqu'il est remonté de ces réunions que le public estimait qu'il fallait porter davantage d'attention sur les facteurs organisationnels et humains dans la réévaluation de sûreté des réacteurs et les différents changements qui vont survenir sur la centrale. On a beaucoup parlé de prestataires, de surveillance, d'organisation des équipes, de conditions d'accueil des équipes. Et un deuxième sujet qui est ressorti, c'était le thème de la maîtrise des risques qui ne sont pas forcément nucléaires, mais tout ce qui est les rejets dans l'environnement de substances chimiques. Donc le public a formulé ses attentes et maintenant c'est notre devoir à l'ASN d'intégrer les résultats de cette concertation dans notre propre instruction
Et c'est ce que nous sommes engagés à faire à l'issue de ces deux réunions publiques. C'est intégré dans un cahier des charges qui sera remis à EDF et qui contraindra EDF pour prolonger cette centrale nucléaire. Donc à l'issue de l'instruction de l'ASN, effectivement, l'ASN va faire des prescriptions génériques qui s'appliqueront à l'ensemble des réacteurs de 900 MW et EDF devra se conformer dans son programme des travaux à ces prescriptions qui seront émises par l'ASN. Dans cette phase générique. Alors ces travaux, on va en parler, on va aller voir une partie, puisque au fond, de gros travaux sont prévus, notamment dans le cadre de cette prolongation dont vous parliez, de l'exploitation. Il devrait s'étaler ces travaux sur plusieurs années, vous me le direz si c'est vrai. Je voyais ce reportage de Maria Lafourcade et de Karim Jbali. C'est un des plus gros programmes industriels de l'histoire, des travaux de grande ampleur sur les plus anciennes centrales nucléaires du pays, dont celle du Blayais, exploitée depuis quasiment 40 ans. De la maintenance, mais aussi une mise à niveau des normes de sécurité, notamment après l'accident de Fukushima. La centrale a d'ailleurs fait l'objet d'alertes sur 2 de ses réacteurs il y a quelques jours à peine. Nos centrales sont des établissements, et c'est plutôt rassurant, extrêmement contrôlés. Donc il y a des contrôles, les contrôles sont faits pour dire attention, là peut-être qu'on peut améliorer les choses. Donc c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Ces travaux tout juste lancés officiellement à Blaye coûteront au moins 1 milliard d'euros à EDF, un chiffre qui pourrait largement augmenter selon la Cour des comptes. Ce chantier prolonge en tout cas le fonctionnement de la centrale pour au moins 10 ans et assure en même temps d'importantes retombées économiques. C'est 2000 emplois permanents, directs, vous vous rendez compte, plus les emplois induits, ce qui permet aussi un rajeunissement de la population, puisqu'il y a aussi des mutations, il y a les entreprises privées, les agents EDF, c'est de la main-d'œuvre aussi qualifiée. Donc cela ne peut que tirer vers le haut notre territoire. Un argument économique qui ne tient pas auprès du collectif Tchernobyl, qui demande la fermeture pure et simple de la centrale. Vous me parlez d'emploi, mais moi je vous parle de razzia d'emploi si jamais il y a un accident qui arrive. Et la centrale, elle n'est pas très loin. Il suffit de remonter la Garonne, ici elle est à 45 km. Ce n'est pas en rafistolant donc des centrales qui sont très vieilles que l'on va résoudre le problème. On va la prolonger jusqu'à quand? On attend l'accident? C'est ça qu'on attend? Les 4 réacteurs de la centrale du Blayais produisent plus de 6% de la consommation d'électricité en France. Alors Monsieur Pérézy, on voit bien qu'il y a un débat sur ce dossier des centrales nucléaires. Si vous êtes autorisé à prolonger l'exploitation de ce site, de gros travaux seront envisagés. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les principaux travaux? Où est-ce que ça va s'exercer? Alors, le programme industriel dont on parle, il vise à améliorer en permanence le niveau de sûreté, et de manière très significative au titre des 4e réexamens périodiques dont nous parlons. Alors, ce dont on parle, c'est de la période qui va entre 2020 à peu près et 2029, et avec un pic d'activité qui sera entre les années 2022 et 2025. Tout à l'heure a été utilisé le terme VD, les visites décennales, les 4e visites décennales, c'est-à-dire les arrêts que nous faisons au bout de 40 ans d'exploitation de chacun des réacteurs, donc de 2022 à 2025. Les investissements par réacteur sont de l'ordre effectivement de 200 millions d'euros pour réaliser l'ensemble des modifications qui améliorent très notablement le niveau de sûreté. J'en profite pour signaler que la sûreté, c'est pas à l'occasion des visites décennales qu'on la traite, c'est tous les jours, et c'est tous les jours qu'on améliore le niveau de sûreté de la centrale, qui est aujourd'hui excellent. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez. 200 millions par réacteur, ça se traduit comment? Qu'est-ce qui va être fait sur ces réacteurs? Alors, concrètement, on va améliorer des systèmes dits de sauvegarde. On a 2 voies indépendantes d'aspersion de l'enceinte du bâtiment réacteur en cas d'accident nucléaire. On en rajoute une 3e, avec des systèmes autonomes d'approvisionnement en eau, avec des systèmes de pompage autonomes également, et avec des alimentations électriques diversifiées et renforcées. C'est pour ça, par exemple... C'est ce qui avait posé souci en 1999, c'est ça, l'alimentation en électricité? Alors, pas exactement, parce que pendant 4 heures, vous faites référence bien évidemment à la tempête Martin de 1999, qui n'a pas été, contrairement aux idées reçues là aussi, une catastrophe en matière de sûreté. Ce qui est vrai, c'est que du fait des problématiques sur les lignes électriques extérieures, la centrale a dû se replier pour s'alimenter en électricité sur ses diesels internes qui ont pris le relais immédiatement, comme c'est prévu.
Donc la problématique d'approvisionnement en eau et en électricité n'a pas été un problème pour la centrale du Blayais en 1999. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir. En revanche, puisque vous faites le lien avec la tempête de 99, je peux aussi ajouter que depuis 99 et également depuis Fukushima, nous avons très significativement rehaussé et renforcé la digue du Blayais, qui renforce justement la protection de la centrale du Blayais contre les tempêtes et contre la submersion. Typiquement, côté front de Gironde, la digue elle a été rehaussée de 2 mètres à 2,50 mètres. Aujourd'hui, lors de la tempête Amélie, par exemple, au moment de la marée haute, nous sommes allés voir sur la digue, on était 4,50 mètres au-dessus de l'eau. Juste pour le signaler. Pardon, j'aurais souhaité... Pour finir. Oui, pour finir, deux autres, bien sûr, mais deux autres éléments très importants. On a également installé ce qu'on appelle un diesel d'ultime secours par réacteur. Donc il y en a 4. Ces diesels d'ultime secours, ils résistent à des tornades, ils résistent à la submersion et à des tsunamis qui hypothétiquement pourraient avoir lieu sur la Gironde. Et ça doit alimenter tous nos systèmes de sauvegarde. Ça, c'est le retour d'expérience de Fukushima. C'est le retour d'expérience de Fukushima qui veut ça. Patrick Maupin, oui, vous entendez ce que dit le patron de la centrale. Évidemment, toutes les conditions sont réunies pour assurer une sécurité accrue avec des travaux supplémentaires. 200 millions par réacteur, c'est suffisant pour vous? C'est-à-dire que nous, on considère, au vu justement de cette concertation qui a eu lieu sur les 4e visites décennales, bien qu'il y a encore des maillons faibles. Par exemple, ça a été tout l'objet effectivement d'une campagne de Greenpeace, c'est ce qu'on appelle les piscines de combustible. Donc les piscines de combustible, au jour d'aujourd'hui, c'est effectivement les piscines qui permettent de désactiver le combustible usé et d'entreposer le combustible avant le passage dans le réacteur. Or, ces piscines de combustible, c'est pas Greenpeace qui le dit, mais c'était par exemple Pierre-Franck Chevet, qui est l'ancien président de l'autorité de sûreté nucléaire, et il avait admis déjà depuis longtemps, il l'a redit devant la commission de développement durable de l'Assemblée nationale, que effectivement le rapport qu'avait produit Greenpeace à l'époque, eh bien c'était sur des documents publics et que le toit de ces piscines c'était en fait du bardage métallique. Et lors de cette concertation sur ces 4e visites décennales, eh bien effectivement, l'IRSN qui était présent a indiqué que EDF n'entendait pas effectivement ce qu'on appelle bunkériser ces piscines, c'est-à-dire que clairement, dans le cadre de ces 4e visites décennales, EDF considère qu'il n'y a pas besoin de renforcer effectivement ces piscines de combustible. Alors nous, on ne veut pas avoir un discours anxiogène, mais bon, effectivement que s'agissant d'un risque qu'on espère qu'il ne surviendra jamais, mais pour autant, il y a quand même par exemple, ce maillon faible qui est reconnu par la SN et l'IRSN d'ailleurs. Alors effectivement, les bâtiments combustibles des réacteurs nucléaires sont moins bien protégés que les bâtiments réacteurs. Dans le cadre de l'instruction qui est menée en ce moment par l'ASN sur les améliorations de sûreté apportées par EDF pour prolonger la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans, l'ASN a fait une demande qui est de démontrer qu'il n'y aurait pas de risque de fusion des assemblages combustibles dans le bâtiment combustible en cas d'une chute accidentelle d'un avion de l'aviation générale, c'est-à-dire un petit avion inférieur à 5,7 tonnes. Et donc EDF doit maintenant, dans le cadre de ce processus de réexamen, prouver qu'il va éliminer ce risque de fusion des assemblages combustibles, puisque c'est l'accident que l'on souhaite éviter. Mais là, je parle évidemment d'une chute accidentelle d'un petit avion, puisque tout ce qui concerne les chutes d'avions intentionnelles est classé secret défense, évidemment, et nous ne pouvons pas en parler sur ce plateau. Que de l'autorité d'EDF, c'est aussi l'autorité de l'État et de l'armée. Ça suppose la coordination d'un certain nombre de services, en effet. Alors, on va peut-être aborder un petit événement, puisque le 2 mars dernier, un petit tremblement de terre a affecté la région, dont l'épicentre était à Montendre. Alors, un événement est survenu il n'y a pas très longtemps, alors là c'est dans l'Ardèche, qui a provoqué l'arrêt des réacteurs de la centrale de Cruas, en novembre, à Cruas. Les autorités d'EDF et l'ASN se sont montrées rassurantes, a priori, sur ces installations. Le séisme n'aurait pas provoqué de dégâts sur les installations. Des vérifications sont toujours en cours avant de redémarrer les réacteurs. Voyez ce reportage de Bernard Apparis. Le panache blanc ne s'élève plus au-dessus des tours de refroidissement.
Les réacteurs sont à l'arrêt pour mener une inspection générale. Pour l'occasion, EDF a ouvert les portes de la centrale à la presse. Visite guidée, on commence par les capteurs sismiques. Sur ces 5 capteurs, là, on a 4 qui n'ont absolument rien enregistré. Le 5e a ressenti le tremblement de terre, magnitude de 5,4 sur l'échelle de Richter. Les centrales de Cruas et du Tricastin sont à moins de 30 km de l'épicentre. Les vérifications se poursuivent, mais elles sont déjà très bien avancées. Et à ce stade, nous n'avons observé strictement aucun dommage apparent. Construire une centrale dans une zone sismique, même modérée, oblige à se baser sur le séisme le plus violent détecté dans la région. Ici, c'était en 1873, magnitude 4,7. On ajoute 0,5 pour obtenir un séisme majoré de sécurité de 5,2, insuffisant pour cette association antinucléaire. On peut faire des calculs pour se dire que ce sera à peu près dans telle ou telle ampleur, mais de là à dire qu'on a tout fait pour que les centrales soient protégées du risque sismique, non. Lundi, la magnitude de référence de 5,2 a été dépassée. Pour l'ASN, il faudra renforcer les normes de sécurité des 2 centrales. Les conséquences, notamment si le niveau de séisme est réévalué à la hausse, ça peut être des exigences en termes de renforcement de bâtiments ou d'équipements afin de faire face à un séisme de niveau supérieur. La centrale de Cruas sera à l'arrêt au moins jusqu'à vendredi, dans l'attente du feu vert de l'Agence de sûreté nucléaire. Alors, c'est vrai, Burezi, un séisme de magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter a été relevé il n'y a pas très longtemps, dont l'épicentre, je le disais, était à Montendre en mars dernier. Est-ce qu'il y a eu, comment ça s'est passé? Vous avez eu des répercussions? Vous avez dû vérifier un certain nombre d'installations? Alors, il faut être humble en la matière, mais je peux vous dire que la centrale du Blayais, elle est bien protégée contre le séisme. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le séisme de magnitude 4,9 qui a eu lieu à Montendre effectivement en mars dernier... Ça veut dire que c'est quoi, une vingtaine de kilomètres du site? C'est ça, c'est une vingtaine de kilomètres de la centrale. Il se trouve que déjà très peu de personnes l'ont ressenti à la centrale. Il y a quelques personnes qui l'ont ressenti dans certains bâtiments. Et les capteurs qui sont installés pour surveiller effectivement ce qu'on appelle les accélérations, c'est-à-dire l'impact d'un séisme qui se produirait dans la région, ont détecté une accélération extrêmement faible et très en deçà des règles qui ont prévalu à la conception de la centrale. Comment est-ce qu'elle a été conçue, cette centrale? Alors je rappelle que la région du Blayais est dans une zone de sismicité faible et qu'on prend en compte un tremblement de terre qui s'est déroulé dans les années 1750 ce qui est dit dans le reportage. À La Rochelle, oui, qui était un séisme de magnitude 6. Donc, tous nos équipements ont été conçus comme si ce séisme avait lieu directement à la centrale du Blayais, auquel on ajoute un facteur de 0,5 sur l'échelle de Richter. Je vous passe les chiffres, mais globalement, ce qui a été vécu à Montendre, si ça s'était passé directement sur la centrale, nos installations sont conçues pour résister à 50 fois ce tremblement de terre. C'est pour ça, effectivement, que nous n'avons rien ressenti du tout. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun dysfonctionnement d'aucun appareil et il n'a pas été nécessaire d'arrêter les Alain Renard, quand un événement de cette sorte se produit, la CLIN se réunit, elle s'autosaisit, Les commissions locales d'information sur le nucléaire se doivent d'avoir une extériorisation, c'est-à-dire organiser des réunions publiques à destination du vulgum pecus où on puisse rentrer dans la salle sans avoir à montrer une patte blanche quelconque. Sur ce sujet-là, nous aurons le 18 décembre prochain une réunion publique qui se déroulera dans le Blayais. On ne peut pas encore dire la salle précisément, ça devrait être juste à côté de Blaye, au cours de laquelle nous évoquerons cet événement-là pour que par rapport au public, par rapport aux citoyens, à la fois l'ASN, EDF, puissent apporter un certain nombre d'éléments d'analyse par rapport à ce qui s'était passé et de quelle façon donc, la centrale nucléaire a intégré à l'origine ce type de phénomène. Quelle est l'évolution par rapport à ces évolutions climatologiques, réchauffement climatique, par rapport à la montée des eaux, par rapport au réchauffement des eaux, et également un volet sur 20 ans après 1999, qu'est-ce que ça signifie au niveau donc de l'approche de la gestion de la centrale, des travaux conduits et des perspectives pour demain. Donc notre rôle est sur un sujet qui préoccupe
je crois, les citoyens et d'autres personnes que les citoyens, c'est de faire en sorte que l'information soit apportée, non pas uniquement par EDF, mais également par des sachants qui peuvent être dans la salle. Et nous nous appuyons sur l'ASN, autorité indépendante de l'État et d'EDF, par rapport à la mise à disposition de ces éléments techniques et scientifiques. Très bien, donc sur ce sujet-là, vous êtes évidemment très impliqué, non seulement avec la CLIN, mais en même temps, vous avez des recommandations à faire pour EDF. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, vous intervenez. Oui, tout à fait. Alors pour le séisme de Montendre, nous avons immédiatement pris contact avec la centrale pour savoir ce qui avait été fait. Et je confirme que le niveau de séisme a été très inférieur au niveau de robustesse au séisme de la centrale. Et c'est pourquoi nous n'avons pas été inquiets. Toutefois, nous exerçons un contrôle régulier sur la centrale sur tout un ensemble de thématiques liées à la sûreté nucléaire, y compris le séisme. Nous avons fait une inspection dédiée au séisme en 2016 et je vous annonce que nous effectuerons une inspection sur le séisme en 2020 pour vérifier que la centrale est conforme à la réglementation applicable. Et nous contrôlons également la tenue au séisme des équipements de la centrale lorsque nous faisons des visites de chantier, donc des inspections pendant les arrêts de réacteurs, les arrêts pour maintenance et rechargement. Et donc là, les inspecteurs se rendent dans le réacteur et ils vérifient que les matériels les plus importants pour la sûreté tiennent au séisme. Ils vérifient également qu'au niveau des diesels de secours, tous les ancrages sont bien conformes et résistent au séisme. Et puis, enfin, nous vérifions que les autres équipements de la centrale, qui, eux, ne sont pas tenus pour résister au séisme, ne viendraient pas agresser des équipements importants pour la sûreté en cas de séisme. Donc voilà, nous inspectons différents volets sur la thématique séisme. Nous le ferons en 2020, mais c'est évidemment un sujet qui retient toute notre attention. J'imagine que sur un événement comme ce séisme, les séismes qui peuvent se produire, comme celui de Montendre, l'association Greenpeace est alertée. En tous les cas, elle s'y intéresse et elle saisit tout de suite peut-être les autorités. Évidemment qu'on s'y intéresse, si vous voulez, puisque, étant membre d'ailleurs de la commission locale d'information nucléaire du Blayais, on essaye d'exercer ce mandat. Après, par exemple, s'agissant de la question du séisme... Est-ce que vous pouvez rentrer sur le site, par exemple, quand il y a des inspections, vous êtes autorisé à venir justement, c'est un sujet qui a fait l'objet de pas mal de polémiques, notamment lorsqu'il y avait le prédécesseur de M. Burezi, puisqu'il y avait une inspection renforcée qui a été conduite par l'ASN au mois de mars 2018. Et donc, en tant que membre de la CLIN, j'ai souhaité être autorisé, comme les autres membres de la CLIN d'ailleurs, à participer à cette visite qui était donc faite par l'ASN. Donc vous avez été autorisé à le faire? Alors non, j'ai posé ma candidature et lorsque la CLIN a envoyé ma candidature ainsi que celle d'une autre personne au directeur d'EDF de l'époque, alors que ma candidature avait été déposée au moins 3 semaines avant la visite, on m'a averti 2 jours avant que ma présence n'était pas souhaitée. Voilà. Donc, on va peut-être laisser répondre M. Burezi, qui est le nouveau directeur. Je finis quand même. Bon, je pense qu'effectivement, M. Burezi, jusqu'à présent, depuis sa prise de fonction, a montré d'autres façons de faire vis-à-vis de Greenpeace. Je veux dire que pour cette visite renforcée de mars 2018, ça s'est quand même traduit par une lettre de suite d'inspection de l'ASN, puisque l'ASN à chaque fois produit des lettres de suite d'inspection, une lettre de 40 pages, d'accord, puisque la visite d'inspection a duré 2 jours, et malheureusement, je sais pas, je suppose qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, mais dans cette visite d'inspection, l'ASN mettait en cause EDF sur 3 domaines, un état général de la laverie inacceptable, des écarts très importants par rapport au règlement européen qui s'appelle REACH, et puis une gestion très déficiente opérationnelle des déchets. Donc j'ose espérer effectivement que c'est pas parce que... Donc l'ASN avait fait son travail. Mais alors, l'ASN a fait son travail. Oui, alors je ne sais pas. Je pense que depuis, j'ose espérer que EDF l'a fait, mais voilà, c'est pour dire que... Pour répondre à alors on va répondre à 2 questions sur la question que vient de poser M. Maupin, et puis sur la présence d'une association comme Greenpeace qui fait partie de la CLIN. Est-ce que ce serait judicieux qu'elle participe à ces visites d'inspection, M. Burezi? Je crois que M. Maupin n'est pas allé au bout de son argumentation, puisque M. Maupin est bien rentré sur la centrale au titre de son mandat de la CLIN récemment. Et c'était il y a quelques mois. L'époque antérieure dont parle M. Maupin, il se trouve que c'était l'époque où Greenpeace pénétrait par infraction dans un certain nombre de centrales nucléaires.
je pense que pour un certain nombre de raisons, il était sans doute préférable à cette époque-là d'avoir une réponse sans doute différente de celle que j'ai pu avoir plus récemment. Mais M. Maupin rentre en respectant les procédures et sous mandat de la CLIN. Vous rentrez à qualité de membre de la CLIN, non pas représentant de absolument. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais je veux dire qu'effectivement, j'ai été invité en tant que membre de la CLIN, effectivement, à visiter la centrale du Blayais. Et c'est là vous laissez votre casquette d'association Greenpeace quand vous êtes membre de la CLIN, vous regardez les choses un peu différemment. Disons que j'essaye. Alors, si vous voulez, clairement, je ne laisse pas tomber mon mandat Greenpeace, puisque effectivement, je suis connu comme ça, là, si vous voulez. Hein. Mais pour autant, je pense qu'au niveau de la CLIN, j'essaye effectivement de participer à la philosophie générale de la CLIN, qui est de effectivement poser un certain nombre de questions. Donc c'est une démarche constructive, il faut la reconnaître, non? Je ne sais pas, je vous pose la question à la fois au président de la CLIN. J'aurais souhaité compléter sur d'autres sujets également. Je vais vous redonner la parole. Je vous remercie. Oui, vous vouliez répondre Oui, alors je voulais simplement rappeler que la participation des commissions locales d'information aux inspections de l'ASN n'est pas une exigence réglementaire, hein, donc c'est une pratique que nous instaurons quand l'exploitant est d'accord, puisque c'est l'exploitant qui est maître chez lui. Et toutefois, l'ensemble des conclusions des inspections arrivent bien jusqu'au public, puisque nous publions nos lettres de suite, donc nos rapports d'inspection, sur le site internet de l'ASN dès qu'elles sont envoyées à l'exploitant. Et à ce titre, le public peut consulter vraiment la quasi-totalité des points qui ont été vus lors de l'inspection. Et ils le font effectivement avec assiduité pour certains. Alain Renard, vous vouliez rajouter quelque chose? Je dois sourire. Donc, Oui, je souris parce que, en l'occurrence, être membre de la CLIN conduit à une légitimité, en tant que membre de la CLIN, à pouvoir participer à ces visites. Et comme vous le dites, M. Cagnato, on dépose un peu sa carte parce qu'on travaille au sein d'une structure de ce type-là, mais il n'empêche que la culture que l'on a par rapport à cette représentation est quand même présente. Ça me donne l'occasion de dire que le rôle de la CLIN n'est pas de faire que ses membres soient les passages obligés par rapport à l'accès à l'information. Et que l'aspect publication de ces comptes rendus, publication de ce que sont les éléments, accessibilité aux publications effectuées par l'ASN ou par EDF ou pour toute structure, fait partie de la mission de la CLIN. Donc en la matière, il est vrai que le président du département, puisque la CLIN est présidée par le président du département, avait fait une démarche en s'étonnant qu'il y avait eu une non-acceptation de la présence de Patrick Maupin à cette commission, à cette visite-là, sous l'égide de l'ASN, mais il nous avait été répondu que c'était dans le cadre du libre choix de l'exploitant à rendre accessibles les installations. Et je me réjouis pour ma part qu'aujourd'hui, tout membre de la CLIN, indépendamment de son appartenance, soit amené à pouvoir suivre ces visites. Non, c'est clair. Vous vouliez rajouter quelque chose, M. Oui, un petit point de détail, c'est que CLIN, pas CLIN, ou travailleur ou pas travailleur à la centrale, on ne rentre sur la centrale de toute façon qu'après une enquête de préfecture. Donc de toute façon, si l'enquête de préfecture est défavorable, qui que ce soit ne rentre pas, que ce soit pour travailler, visiter, etc. Donc c'est quand même important de le rappeler, me semble-t-il. Oui, aussi. c'est rassurant aussi, c'est bien important sûr. Et c'est rassurant. Alors on va peut-être sortir, du périmètre intramuros de la centrale pour aller voir ce qui se passe autour, puisqu'il y a un périmètre de sécurité. Et puis ce périmètre autour de la centrale, il a été élargi. Désormais, il s'étend à 20 km autour du site. Alors, avant d'en parler, on parle des pastilles d'iode, la distribution des pastilles d'iode. Avant d'en parler, vous voyez ce reportage de Frédéric Carteau et de Pascal Simon. Saint-Cier-du-Taillon, 550 habitants, l'une des 20 communes du sud Charente-Maritime qui rejoint la nouvelle zone de couverture du plan d'intervention en cas d'accident nucléaire à la centrale de Blaye. 20 km autour du site, au lieu de 10 jusqu'à maintenant. La pharmacie du village vient de recevoir les fameuses pastilles d'iode pour les distribuer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les clients ne sont pas encore très au fait sur le sujet et donc pas très rassurés. Et vous la gardez, c'est au cas où. Voilà. D'accord ? C'est que la centrale est de plus en plus dangereuse, où il y a de plus en plus de risques que ça se passe quelque chose, sûrement. Enfin, je ne sais pas, mais... Non, ils ne sont pas rassurés, parce que si vous élargissez la zone de 10 à 20 km, il y a une suspicion qu'il y a un problème, ou qu'il peut y avoir un problème.
Après le drame de Fukushima au Japon, l'État français a voulu renforcer le principe de précaution. Chaque administré vient de recevoir chez lui un document qui reprend les grands réflexes à avoir en cas d'alerte. Des réunions d'information sont aussi organisées. La présence en nombre des habitants à ces rendez-vous laisse imaginer le niveau d'inquiétude. C'est un paradoxe. On leur dit qu'on élargit le périmètre d'intervention autour de la centrale en le faisant passer de 10 à 20 km. Et à côté de cela, la centrale est de plus en plus sûre. Elle a rajeuni de jour en jour nous intégrons chaque année des modifications améliorant sa sûreté. On est là effectivement pour expliquer, rassurer et sensibiliser les gens, leur donner une sorte de culture du risque nucléaire, parce qu'on n'est jamais évidemment totalement à l'abri. Il y a ceux qui ont besoin d'être rassurés et puis il y a les inflexibles qui, quelle que soit l'information communiquée autour de cette nouveauté, demeureront toute leur vie des antinucléaires. Alors Alain Renard, on est passé de 10 à 20. Pourquoi au fond pas davantage? Pourquoi maintenant? Comment on évalue au fond ce périmètre de sécurité? Alors, je rappellerai tout d'abord que la Commission locale de l'information sur le nucléaire du Blayais s'était positionnée il y a déjà un certain nombre d'années pour souhaiter que le périmètre soit porté à 40 km. Dans d'autres pays en Europe, ce périmètre il va jusqu'à 80 km. D'accord, donc là on est en deçà, il faut bien dire 20 km, on est en deçà. La signification donc, du de périmètre, ce que vous souhaiteriez. C'est je dirais, un périmètre d'acquisition d'une culture autour du risque nucléaire, comme on doit avoir maintenant une culture dans les différents domaines de prévention des risques, en matière d'inondation, en tout domaine, risque chimique ou autre. Donc l'élargissement du périmètre de 10 à 20 km correspond à une demande ancienne, partiellement satisfaite, sachant qu'il y a un périmètre de concernement immédiat, un périmètre de concernement plus lointain. Je figure le propos. Lors du dernier exercice de crise en dimension nature, on a bien considéré que les questions concernant les infrastructures, les réponses en matière de santé, en matière d'hôpitaux, en matière d'accueil, se situaient au-delà du périmètre, disons, de distribution de comprimés de pastilles d'iode. Le fait d'avoir un périmètre élargi dans ce domaine, c'est mettre à disposition des outils par rapport à un incident éventuel, mais c'est avant tout, et c'était la demande fondamentale, mettre en place une sensibilisation des habitants, des entreprises, des élus des territoires, pour mettre en place donc une culture du risque autour de ce risque nucléaire. D'accord, culture de risque. Alors, Hermine Durand, 20 km, le président de la CLIN estime que c'est le minimum. Je pense qu'il préférait encore davantage. Comment on le fixe, ce périmètre? Et au fond, il y a des statistiques, il y a un retour. Est-ce que ces pastilles d'iode, les gens vont les chercher spontanément? Comment elles se distribuent? Alors, l'élargissement du plan particulier d'intervention de la centrale du Blayais, donc de 10 à 20 km, résulte du retour d'expérience de l'accident de Fukushima au Japon. En fait, pendant l'accident de Fukushima, lors de la phase d'urgence liée à l'accident, les populations ont été évacuées au maximum sur 20 km. Donc la démarche qui a été celle de l'État français, c'est de dire, dans cette zone des 20 km, nous souhaitons, en France, mieux préparer nos populations, mieux les informer, mieux les sensibiliser et également revoir notre organisation pour être en mesure, s'il y avait un incident dans cette centrale, de mettre en œuvre les mesures de protection de la population pour les personnes qui sont dans cette zone des 20 km, mais également au-delà, puisque, comme le soulignait le président de la CLIN, en cas d'accident nucléaire, il y aurait des mesures qui seraient prises également pour les populations concernées par l'incident, habitant à plus de 20 km. Si vous habitez à 21 km, vous aurez... il n'y aura pas de pastille d'iode, mais vous serez concerné par vous n'aurez pas reçu une pastille d'iode au préalable, puisque là, la campagne que nous menons actuellement, donc, avec les préfectures, l'ASN, EDF, les commissions locales d'information, c'est une campagne qui vise à encourager les populations à aller retirer des comprimés d'iode, mais ce n'est qu'une prédistribution. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, il y aurait une distribution complémentaire. Alors, j'ai avec moi les derniers chiffres de retrait des comprimés d'iode autour de la centrale du Blayais, et ces chiffres ne sont pas bons, puisque pour l'instant, seule une école sur 3
situé dans la zone de 10 à 20 km autour de la centrale du Blayais, a fait la démarche d'aller retirer les comprimés d'iode en pharmacie. Et ça, c'est vraiment problématique parce que les enfants sont les premiers concernés par un éventuel rejet d'iode radioactif. C'est eux qui ont la thyroïde la plus sensible. Et donc, c'est vraiment le devoir des directions d'établissements scolaires que d'aller retirer les comprimés d'iode pour protéger les enfants. Parce qu'en cas d'accident, une autre mesure qui serait prise, ce serait de demander aux populations de ne pas aller chercher leurs enfants à l'école pour ne pas gêner les procédures. C'est de la responsabilité de l'éducation nationale ou même des maires peut-être. Pourquoi pas des maires Anna Renard, vous êtes maire, vous? Oui, je suis maire. Alors, on a une responsabilité, mais au-delà du texte, ce qui nous importait, nous, au niveau de la CLIN, et c'est dans ce sens-là que nous avons fait une démarche en direction de Madame la préfète et qui elle-même l'a relayée auprès des instances académiques, c'est que par rapport à des populations jeunes, qui sont mineurs, les plus et qui sont sensibles, les plus exposés. Plus sensibles, exposés, et qui sont remis au service de l'État pendant le temps scolaire, il nous semble impératif que l'éducation nationale en tant que telle s'assure que toutes les pastilles d'iode qui doivent être positionnées dans les écoles, les collèges et lycées le soient. D'accord. Et c'est au résultat de l'expérience de la précédente distribution où nous avons constaté le même phénomène, un faible retrait. Et vous l'expliquez comment? C'est-à-dire qu'il y a on s'habitue au risque nucléaire dans cette zone. Comment vous expliquez ça, monsieur le directeur de la centrale? Les gens ne vont pas spontanément chercher la pastille. C'est difficile pour moi d'expliquer. En revanche, ce qui est certain, c'est que le périmètre du PPI concerne dorénavant près de 90 000 personnes et que personnellement et avec mes équipes, nous avons fait 6 réunions publiques qui ont réuni plus de 700 personnes. Nous avons effectivement rencontré l'intégralité des maires des communes concernées et nous avons organisé plusieurs réunions avec les professionnels de santé qui sont également impliqués dans ce processus et dans ce dispositif. Donc effectivement, il y a un taux de retrait qui est significativement en dessous de celui qu'on souhaitait. Juste que vous ayez en tête, pour EDF, l'objectif, c'est véritablement que les gens viennent retirer les comprimés d'iode et viennent comprendre ça. C'est pour ça que nous avons prévu, et nous avions prévu dès l'origine de l'extension du périmètre du PPI, d'avoir une deuxième campagne d'information qui va se dérouler à partir de début 2020. Donc nous, on va continuer nos efforts, mais effectivement, c'est vrai que nous avons besoin de tous les relais qui vont bien pour toucher le maximum de personnes possible. Je voudrais, si vous le permettez, quand même expliquer le paradoxe apparent dont il s'agit. Si on augmente de 10 à 20 km le périmètre, c'est pas parce que la centrale est plus dangereuse, c'est parce que tout ça rentre dans un dispositif qui vise à renforcer la sûreté de nos installations, comme je l'ai dit, y compris en intégrant des aléas climatiques dont nous n'avions pas connaissance jusqu'à présent. Ça touche les diesels d'ultime secours, ça touche la protection des systèmes de ventilation, ça touche les sources électriques, ça touche même la mise en place de ce qu'on appelle un récupérateur de matière radioactive s'il y avait un accident avec fusion du cœur, ce qui n'est jamais arrivé sur des centrales de la technologie REP, réacteurs à eau sous pression, c'est ce que vous allez mettre en place sous les réacteurs. Donc, c'est ce que nous faisons au titre du programme industriel dont j'ai déjà parlé, mais ça s'accompagne aussi de toutes les mesures de protection des populations pour, là aussi, faire face au plus improbable. Donc tout ça est en fait parfaitement cohérent au sens de la protection des personnes et de l'environnement. Patrick Maupin, sur cette question, le directeur de la centrale parlait de paradoxe, ces populations qui manifestent souvent leur inquiétude face au risque nucléaire et qui ne vont pas, au fond, chercher leur pastille. Alors, on peut élargir le périmètre à 20 ou même à 40. Si les gens n'y vont pas, ça n'a pas de sens. Oui, je dirais que nous, on n'a pas la solution de savoir pourquoi il y a un certain nombre de particuliers qui ne vont pas chercher ces pastilles. Après, on peut penser aussi que, effectivement, habitant à côté de la centrale, et cela depuis 30 ans ou 35 ans, je dirais qu'ils ont l'habitude de voir effectivement la centrale, d'avoir des gens autour d'eux qui travaillent à la centrale, et donc ils ne voient pas peut-être la nécessité d'aller chercher ces pastilles d'iode. Simplement 3 petits points par rapport aux propos qui viennent d'être tenus auparavant. Je rappelle
rappelle que Greenpeace, lui, demandait une extension du périmètre à 80 km. Et alors tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, je rappelle là à nouveau les propos qui ont été tenus par Pierre-Franck Chevet, donc l'ancien président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui s'agissant donc de la situation qui s'était produite à Fukushima, indiquait que l'impact de Fukushima s'étendait à 80 km autour de la centrale et qu'il fallait prendre en compte cette dimension pour appliquer ça au contexte de régions européennes densément peuplées. Donc je dirais qu'effectivement, ça justifie la demande de Greenpeace d'étendre le périmètre à 80 km, ce qui évidemment poserait d'énormes problèmes et inclurait l'agglomération bordelaise. Mais alors deuxième point aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il manque un peu un élément ici, ça serait un représentant de l'État, puisque évidemment que l'extension du périmètre est décidée par l'État, que l'État normalement a l'obligation évidemment régalienne de protéger les populations, et dans le cadre de protection des populations, il y a tout ce qui concerne ce qu'on appelle les sirènes d'alerte. Et pour ce problème des sirènes d'alerte, je vous annonce que Greenpeace, avec 6 autres associations membres de l'ACLIN, on a demandé audience au préfet, parce que l'exemple qui est cité, par exemple celui de Saint-Cyr-du-Taillon, j'ai obtenu de la préfecture un état des moyens d'alerte disponibles dans la zone du PPI. Ce document, je l'ai sous les yeux. Et effectivement, par exemple, la commune de Saint-Cyr-du-Taillon, ce qu'elle envisage, c'est de faire un porte-à-porte. Alors, loin de moi l'idée de mettre en cause évidemment le maire de Saint-Cyr-du-Taillon, mais effectivement l'extension de ces périmètres montre que s'agissant d'un autre dispositif qui est les moyens d'alerte qui peuvent être éventuellement disponibles pour les communes, eh ben, l'État n'exerce pas son rôle. Sur les maires qui te font oui, juste pour conclure sur ce... Deux points d'information concernant le pourquoi de la non-prise, de la non-démarche d'aller retirer les comprimés d'iode. L'ACLIN a sollicité l'université, anthropologues et sociologues, pour avoir une rencontre sur le terrain pour identifier le pourquoi on ne va pas retirer. Qu'est-ce qui explique cette non-appréhension ? D'accord. Voilà. Deuxième élément par rapport à ce qui vient d'être évoqué, le rôle de l'ACLIN par rapport au PPI, en participant à des réunions, c'est aussi avoir un retour d'expérience de pratiquants. De par sa composition, avec des élus, avec des associations, indépendamment de ce qui est la norme qui doit être mise en œuvre, c'est savoir comment on passe du discours aux pratiques. Qu'est-ce que concrètement est le plus à même de répondre à ces enjeux ? Et pour notre part, nous avons fait un certain nombre de propositions pour faire que les intercommunalités contribuent à l'élaboration des plans intercommunaux, plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. D'accord. Responsabilité des élus, j'entends. Des élus et voir concrètement comment on peut les accompagner. D'accord, les élus. Oui, vous vouliez montrer juste sur donc, ce sujet-là. Je voudrais effectivement fascicule, que vous montrer distribuez dans les 6 réflexes à avoir en cas d'accident nucléaire, puisque nous parlons de comprimés d'iode, mais en cas d'accident nucléaire, il y aurait d'autres mesures qui doivent être prises. 6 réflexes. Donc on les a 6 réflexes. Donc la mise à l'abri, se tenir informé, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, limiter ses communications téléphoniques et prendre le comprimé d'iode sur ordre du préfet uniquement. Ça, c'est très important. Donc certes, il est important de comprendre pourquoi les gens ne vont pas retirer, mais le message que je voudrais faire passer, c'est allez retirer vos comprimés d'iode si vous habitez dans la zone de 10 à 20 km autour du Blayais. Un foyer sur 6 seulement l'a fait pour l'instant et une école sur 3. Et n'hésitez pas à consulter l'ensemble des documents qui sont à votre disposition sur le site distribution iode de la campagne. Voilà, merci. Très bien, ça c'est dit, vous aviez, on l'a vu. Alors, vous avez la parole. Je voudrais, parce qu'il nous reste 10 minutes, donc on n'a pas tout à fait fini. Simplement que dans le cadre du PPI, la disposition qui est prévue, c'est la mise à évacuation immédiate, mais uniquement dans un rayon de 5 km. D'accord. Alors, on parlait d'un paradoxe, il y en a un qui nous occupe, puisqu'on parle de la prolongation des centrales qui ont plus de 40 ans. Est-ce qu'au fond, cette volonté politique de prolonger les centrales et en même temps, cette volonté de diminuer la part du nucléaire dans la production électrique, est-ce que c'est compatible ? Alors on va parler du mix énergétique. La centrale du Blayais est d'ailleurs assez exemplaire dans ce sens-là, puisque c'est une centrale qui a la volonté de diversifier ses sources de production. Alors avant d'en parler, je vous propose de regarder ce reportage sur le projet de parc éolien envisagé et porté d'ailleurs par EDF Énergie Nouvelle le long de l'estuaire de la Gironde. Un lieu qui paraît au fond idéal pour le vent, mais qui rencontre pourtant beaucoup d'opposition. Vous voyez ce reportage de nos confrères de France 2. Ils veulent mettre des éoliennes dès ici ou... Un projet de 30 à 40 éoliennes. Il fallait bien ça pour les voir côte à côte.
un chasseur et un membre de la Ligue de protection des oiseaux. On a le même combat et on n'a pas la même finalité, mais on n'est pas très étonnés. Ces marais sont classés Natura 2000. Les oiseaux migrateurs les survolent. La LPO craint que les éoliennes les heurtent ou les perturbent. C'est un effet barrière avec toutes ces éoliennes qui sont alignées et qui font que les oiseaux font un grand détour pour les éviter. L'estuaire de la Gironde est le plus grand d'Europe. Un réservoir de biodiversité balayé par les vents, à cheval sur 2 départements, la Gironde et la Charente-Maritime. C'est dans cette partie classée Natura 2000 qu'EDF Renouvelables veut s'implanter. Juridiquement, rien n'interdit des aménagements comme un parc éolien. Antoine Hans pilote le projet. Nous le retrouvons dans le quartier de la Défense, à côté de Paris, pour nous décoder cette zone d'implantation. On pourra avoir 30 à 40 éoliennes sur cette zone de 120 km². D'accord, pour le moment, on ne sait pas où. Pour le moment, on ne sait pas où. Il faut vraiment attendre qu'on fasse le bilan à la fin de l'année 2019, suite à cette concertation et suite à ces études, pour pouvoir tirer les conclusions. La concertation débute cet été. EDF Renouvelables insiste, rien n'est encore fait. Dans ces cartons, des éoliennes de 180 mètres de haut, plus de la moitié de la tour Eiffel. Inimaginable pour certains habitants, ils ont fondé une association de défense des marais. Est-ce que vous êtes au courant du projet d'EDF Renouvelables ? Ce jour-là, ils profitent d'une brocante pour convaincre les passants de dénoncer ce projet. Il faut les implanter dans des endroits où on ne détruit rien. Pour d'autres, l'éolien c'est toujours mieux que le nucléaire. La centrale de Blaye est toute proche. Quand je pense nucléaire, je parle Fukushima. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une catastrophe nucléaire, quoi. Un discours qui enflamme les anti-éoliens. On va se battre jusqu'à la fin. Très bien, oui, allez-y. We will never give up. Never. Allez, oui, vive le nucléaire. Oui, vive le nucléaire, madame. La centrale nucléaire de Blaye ne sera jamais remplacée par des éoliennes. EDF défend un mix énergétique. En Nouvelle-Aquitaine, les éoliennes sont concentrées dans le nord, notamment en Charente-Maritime, où se situe le projet du Blayais. Pour le patron du département, trop, c'est trop. 400 machines pourraient bientôt tutoyer le ciel. Il dénonce les méthodes des commerciaux de l'éolien. Là, en la matière, c'est n'importe quoi. Il y a des types qui se promènent dans les campagnes. Ils disent, tiens, là, il y a du vent. Ils vont voir l'agriculteur. Ils lui proposent de faire une éolienne. Et le maire, parfois, se laisse avoir parce qu'il pense qu'il y aura une petite ressource pour sa commune. Enfin, là, au Blayais, par exemple, c'est quand même EDF qui est derrière. Oui, mais vous savez, EDF, avec tout le respect que j'ai pour cette grande entreprise française, sait faire quelques conneries de temps en temps. Pour que leur estuaire reste vierge de toute éolienne, les élus du département ont voté un moratoire de 2 ans. Sans réelle valeur, rappelle le préfet, seul l'État décide en effet de l'implantation des parcs éoliens. Alors, Monsieur Burezi, on voit que sur le dossier des éoliennes et dans ce secteur du Blayais, il y a beaucoup d'opposition. Le mix énergétique, c'est pas gagné là. Alors moi, je ne vais pas commenter le projet éolien du Blayais parce qu'il y a une concertation qui a eu lieu, qui est en cours de dépouillement et qui prendra le temps que ça prend. Mais surtout, moi, étant patron de la centrale du Blayais, je me préoccupe surtout de la centrale du Blayais. Et je voulais profiter de ce sujet pour dire, vous avez dit que nous étions exemplaires dans le domaine du mix énergétique. Je vais simplement dire pourquoi. C'est simplement que nous avons été parmi les premiers. Les premiers, il y a 2 ans, à couvrir par 17 000 panneaux photovoltaïques 4 hectares des parkings de la centrale, qui ont une puissance installée de 4 mégawatts, sachant que le solaire a une capacité d'utilisation de l'ordre de 15 à 20%, puisque la nuit, par exemple, les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité. Nous avons également été juste les premiers. Pour être précis, ce sont des sources d'énergie qui prennent le relais des réacteurs. Non, ce dont on parle, c'est 4 mégawatts quand il y a du solaire à comparer aux 4000 mégawatts. Néanmoins, ça contribue au mix énergétique qui est ce vers quoi veut aller à la fois la France à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie et aussi EDF, mais simplement pour produire toujours davantage d'énergie sans émission de CO2, ce qui est le propre de la centrale du Blayais également, comme de tous les réacteurs nucléaires, puisque le principe même de fonctionnement du nucléaire, c'est de ne pas émettre de CO2 et donc de ne pas contribuer au réchauffement climatique. Ça, oui. On a également
ont mis à disposition de l'ensemble des agents de la centrale une centaine de véhicules électriques qui sont maintenant utilisés par l'ensemble des agents qui sont d'astreinte et donc qui utilisent au quotidien ces véhicules. Ça fait partie effectivement de nos fiertés en matière de contribution à l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr. Et je voulais vraiment insister sur ce point. Très bien. Donc sur ce mix énergétique, Monsieur Maupin, j'imagine que l'association Greenpeace est plutôt là en avant-poste. Ce que fait la centrale du Blayais, c'est plutôt représentatif. Monsieur Burezi, on est exemplaire. Comment vous jugez-vous cette... Disons que le mix énergétique, effectivement, je n'apprends rien à personne en disant que Greenpeace y est effectivement éminemment favorable. Alors après, sur un domaine beaucoup plus large, nous on considère quand même que y a une stérilisation un peu des sommes ou des crédits qui sont consacrés effectivement notamment aux renouvelables, puisque... Oui, mais là sur la question du renouvelable sur les éoliennes, par exemple, personne n'en veut dans le secteur du Blayais. Oui, alors après, si vous voulez, je crois qu'il faut aussi tenir compte des populations et des territoires, comme le dirait d'ailleurs Alain Renard ici présent, c'est-à-dire que si effectivement on vient avec un projet tout bâti, avec des gens qui ont la certitude que, évidemment, ils vont apporter la solution toute faite à des gens qui ont été très très peu informés, je comprends qu'il y ait une certaine réaction. Après, Greenpeace a des exemples très précis d'investissements citoyens dans les renouvelables qui marchent. C'est le cas, par exemple, le parc de Bégane dans le Morbihan. C'est le cas également dans des investissements qui ont été faits de manière citoyenne, même avec des communes. Alors, évidemment que ces investissements qui donnent la priorité aux renouvelables, ça ne permet pas, évidemment, d'avoir une production d'électricité aussi énorme que celle d'EDF au jour d'aujourd'hui. Mais déjà, il y a déjà un mix énergétique, parce que lorsqu'on dit que la production nucléaire, ça représente environ 75%, bon, l'an dernier, c'était plus que 71% déjà. Donc je dirais qu'il y a clairement, effectivement, une option politique très forte à avoir, parce qu'on voit très bien que, par exemple, les sommes qui ont été mises pour essayer de finir de construire l'EPR à Flamanville, qui désormais va coûter aux alentours de 12,4 milliards, c'est des sommes qui auraient pu être, évidemment, utilisées intelligemment par EDF, d'ailleurs, EDF Renouvelable, pour mettre en avant, effectivement, la production de renouvelables. Alain Renard, sur cette question du mix énergétique, on l'a vu dans ce reportage, c'est difficile. Alors en plus, on est dans un site où il y a une centrale nucléaire à laquelle on voudrait ajouter des éoliennes. Ça passe pas, ça. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette question. Premier élément, c'est le site en lui-même, sachant que pendant très longtemps, le EDF fonctionnait beaucoup sur la production nucléaire. Et de manière récente, il y a eu une évolution des politiques pour intégrer un mix énergétique en étant lui-même opérateur, c'est-à-dire à travers la construction d'un parc éolien. Donc c'est une approche plus récente, disons, de la part d'EDF. Deuxième point, par rapport à un site plus local, on est dans un site qui est très sensible au niveau environnemental par rapport à ses usages. Ça correspond aussi à une culture de ce territoire autour de la chasse, autour de la pêche, autour des productions agricoles. Et ça veut dire que ça ne s'intègre pas de manière évidente par rapport à ce projet de territoire et avec un opérateur puissant ayant la capacité de faire, mais qui peut-être n'a pas eu l'approche permettant d'avoir l'acceptabilité. Une observation, cependant, le département n'a pas pris une motion autour d'un moratoire. C'est vrai que c'est l'État qui décidera, c'est évident. Mais c'est aussi une façon pour le département que de se positionner en disant, au nom d'une mix énergétique, tout ne doit pas être appliqué de manière, je dirais, binaire. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. On a aussi des aspects d'intégration dans le paysage, notamment. Cependant, quand même, c'est la quadrature du cercle. Si on souhaite se dégager de certains types d'énergie, il va bien falloir aller vers d'autres modalités de production. Et ce qui est important pour reprendre la dimension territoriale, c'est par rapport à quels critères ces installations nouvelles vont se faire. Et si on veut préserver la qualité des sols, si on veut préserver la qualité des paysages... Allez, il nous reste 2 minutes. Je vais donner la parole juste à Hermine Durand sur cette question-là. Vous n'êtes pas évidemment impliqué, vous, dans le mix énergétique, mais vous comprenez que les populations soient un peu hermétiques à ce genre d'éoliennes à côté d'une centrale nucléaire, par exemple ?
En tant que représentante de l'autorité de sûreté nucléaire, je ne peux pas me prononcer effectivement sur le mix énergétique. Ce que je peux simplement rappeler, c'est que l'ensemble des agressions auxquelles peut être soumise la centrale nucléaire doit être prise en compte dans la démonstration de sûreté. C'est une exigence réglementaire, mais les éoliennes qui seront implantées loin de la centrale ne représentent pas de risque. Donc, oui, ce n'est pas de votre pas de compétence. commentaire, non. Je comprends. Oui, pour conclure, M. Burizi, vous vouliez dire quelque chose sur ce dossier ou Oui, juste un point, parce que M. Renard a développé l'approche de l'acceptation. Il y en a une autre quand même qui est importante, parce que en tant que directeur de la centrale du Blayais, je participe à ce que je pense être le service public de l'énergie. Et dans le service public, il y a l'approvisionnement en toutes circonstances de une bonne partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Les énergies renouvelables ont une caractéristique, c'est qu'elles sont intermittentes. Et donc, il faut de toute façon avoir des moyens de production de masse pour compenser ce caractère intermittent. Aujourd'hui, en France, c'est le nucléaire qui fait ça. En Allemagne, c'est essentiellement le charbon qui le fait. Mais je voulais quand même le signaler également parce que... C'est dit. Merci. Merci. Je voudrais juste, avant de rendre l'antenne, préciser pour ceux qui veulent en savoir plus sur les conditions justement qui prévalent à la prolongation de ces centrales nucléaires. Je les renvoie à ce petit fascicule qui est édité par l'autorité de sûreté nucléaire, centrale nucléaire, au-delà de 40 ans. Voilà, si vous voulez avoir toutes les informations sur pourquoi et comment, eh bien vous munissez de ce petit fascicule édité par l'ASN. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Je suis désolé. Et les visites sont autorisées à la centrale. Merci beaucoup. Nous en faisons plus de 4000 par an. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci.